te rencontrer. Moi aussi. Alors, imagine-toi, j'étais libraire il y a 20 ans. D'accord. J'étais libraire à Knokke-le-Zout. Hum. Il y a 20 ans, c'est 2002. Ah oui, de l'île d'Aliénor. Alors, à ce moment-là, en quatrième de couverture, il y avait ta photo, tu étais rousse à l'époque. Oh, je suis toujours un peu. Rousse et flamboyante. Alors, la technique que j'avais lorsqu'une cliente rentrait avec les cheveux roux, je lui disais, vous ici. Elle me regardait surpris. Quel roman vous avez écrit? Elle était interpellée. Et je lui mettais sous le nez, évidemment. De l'île d'Aliénor. C'était du vendu. Oh, bah, chouette. Et là, je dois dire, les gens ont accroché dès le départ et j'ai accroché dès le départ. Et donc, d'année en année, on a pu voir l'évolution un petit peu de la plume Et de l'écriture, et ouais, de l'écriture. Mais tu es né dans une famille de raconteurs. Non. Qu'est-ce qui t'a inculqué un petit peu? C'est un professeur, non, un non, enseignant? non, ça, je suis née comme ça, je suis toujours née comme ça. Raconter des histoires. Non, je ne savais pas raconter des histoires, j'ai commencé vraiment à les écrire, puis après petit à petit, mais non, l'écriture c'est vraiment né de mon besoin d'exorciser tout ce que j'avais vécu dans les hôpitaux. D'accord. C'est à ce moment-là. Après vraiment, donc j'ai inventé des histoires pour travestir la réalité. D'accord. C'est ça. Et j'ai vraiment commencé à être sur scène, à raconter des histoires quand j'ai commencé à faire du théâtre. Donc j'avais 17 ans. C'est passionnant, ça, déjà. J'avais 17 ans et petit à petit, après, le théâtre a pris de la place, je me suis mis en scène avec des chansons. Enfin voilà, c'est venu comme ça. Mais l'écriture, au départ, c'était purement solitaire. Il fallait que j'écrive, c'était vital. Ce qui te captive, c'est attirer l'attention de l'auditoire, du public. Non, même pas. Je peux même pas te dire. C'est un besoin vital d'écrire. Je suis une passeuse de mémoire. J'ai pas de. Une passeuse de mémoire, ça j'aime le terme. Je suis vraiment une passeuse de mémoire. J'ai pas le sentiment de. Au départ, je faisais vraiment pas ça pour personne. Je le faisais pour moi parce que c'était. Physiquement, j'étais mal quand j'écrivais pas. D'accord. J'étais très très mal. Je me sentais très mal. J'ai vraiment besoin de Et pourquoi pas le roman et directement vers l'histoire? Bah parce que Tu vivais dans un environnement qui était propice un petit peu aux vieilles pierres non, non, d'un passé? non, en fait, moi je suis une cartésienne qui vit avec des phénomènes paranormaux depuis que je suis petite. D'accord. Depuis cette époque où j'ai failli mourir, où je suis passée de l'autre côté, ça a commencé à ce moment-là. Je faisais des rêves récurrents, mais à l'époque je ne savais pas ce que c'était, pourquoi, comment. J'expliquais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'après j'avais besoin d'écrire. Alors ça pouvait être n'importe quoi, mais j'ai vraiment pris conscience de l'importance que ça avait. Quand je suis venue, en fait, à 18 ans, je suis partie en tour là. Ah oui. Ah oui, je n'avais pas compris qu'on était déjà. Ah oui, c'est ça, c'est une causerie. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience de ça. Je te dis, j'avais, je sais pas, je vais avoir une vingtaine d'années. Je suis venue en Aquitaine, tu vois, et je suis venue en Aquitaine et j'ai, par le biais d'un garçon, hein, tu vois, rien de, évidemment. voilà, Oui. j'ai rencontré un garçon en vacances, et puis il y avait un château en ruine à Blaye, et je me suis installée dans ce château, et une fraction de seconde, je l'ai vu dresser. Et il y avait à la fenêtre ce personnage dont j'avais l'impression que c'était un personnage imaginaire. Tu sais, quand on se dit toujours, tiens, j'ai une amie imaginaire quand je suis gamine, et j'avais ce sentiment-là, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est bizarre. Et puis en fait, j'ai commencé à lire la légende qui était sur un panneau de sous le château, qui racontait l'histoire de Geoffrey Rudel, troubadour, cour d'Aliénor, qui prend la mer et puis qui meurt en arrivant à Tripoli dans les bras de la princesse lointaine qui l'a tant aimé. Et ça m'a mis dans une colère noire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi ça. C'est pas possible qu'il soit parti à Tripoli, elle est là, sa nana. Enfin, tu vois, c'était pas logique. Pour moi, c'était pas logique. Et donc, j'ai commencé à fouiller. À l'époque, je n'avais absolument aucune possibilité véritablement de faire des recherches, puisque d'abord j'étais totalement isolée dans cet endroit-là, parce que je suis venue y habiter, j'étais venue y habiter pour rejoindre cet homme. Il n'y avait pas les facilités internet qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait rien. Moi j'étais une ministre inconnue, et je n'avais pas de bagage
universitaire ni rien. Donc quand j'ai commencé à téléphoner pour avoir des informations auprès des historiens, on me disait, vous travaillez sur quelle thèse? Voilà, donc rien, j'avais pas ça. Et par contre, à l'époque, je donnais des cours de théâtre, et je faisais ça dans les écoles. Et j'ai rencontré un cinéaste j'avais écrit La Suite du Petit Prince, pour une école, avec des enfants. Et un cinéaste était là pour parler de Saint-Exupéry, puisqu'il avait été très ami avec la famille. Et il voit donc mon spectacle, et il s'interroge, et il vient me voir après, il me dit, mais j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez écrit, c'est vraiment un très très bon texte, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Je lui explique, j'ai écrit un roman, j'avais 15 ans, j'étais malade, voilà, bon, je lui raconte mon parcours. Et il me dit, mais maintenant concrètement, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je lui dis, bah, écoutez, j'ai une espèce de projet, voilà, je partie de Geoffrey Rudel, Troubadour, tout ça, j'ai l'impression de ci, de là, je lui raconte vaguement. Et il dit, mais c'est très intéressant tout ce que vous me dites. Je dis, oui, mais je ne sais pas comment faire pour mes recherches, parce que Il me dit, oui, mais moi je suis un amoureux absolu d'Aliénor, donc j'aimerais, tout ce que vous me dites me parle, ce que vous me racontez me parle. J'ai dit, mais il faut les mots. Mais je vais vous donner les moyens de vérifier tout ça. Alors j'ai pas cru, à ce moment j'ai dit, il est gentil, mais voilà. C'est pas très sérieux, il va rentrer à Paris ce monsieur, et puis moi dans mon coin isolé. Et puis finalement, il m'a relancé par l'intermédiaire de la municipalité avec laquelle j'avais travaillé. Il est revenu à la charge 2 fois, 3 fois, et j'ai fini par lui envoyer ce que j'avais commencé à écrire, le synopsis que j'avais imaginé avec Aliénor qui retrouvait l'épée d'Excalibur, c'est ce personnage de Loana de Grimwald, que j'appelais Louane à l'époque, qui était vraiment pour moi sa dame de compagnie, sa dame d'atour, et qui était à la fois... Enfin, voilà tout ce que j'ai écrit dans le lit d'Aliénor en fait. Et quelque temps après, je reçois un coup de téléphone de Régine Pernoud, Madame Régine Pernoud, conservatrice, qui me dit, écoutez, je ne sais pas comment vous savez tout ça, compte tenu du peu d'éléments dont vous disposiez, d'après ce que m'a dit Michel, mais c'est juste, et je vais vous aider. Là, et elle m'a ouvert toutes les portes, y compris celle de la bibliothèque. Et en fait, elle m'a d'autant plus aidée que c'est là qu'entre, si tu veux, ma première rencontre véritablement avec moi-même, là, c'est que parmi tous les documents qu'elle m'a mis sous le nez, se trouvait un billet, tu vois, un bout de parchemin à moitié rongé et tout ça, qui était signé LOA, je me souviens toujours, tu vois, plus loin de DE, plus loin GM, tu vois, GR, IM, et c'était mangé. Et dans le peu de texte qui restait, il y avait les noms de Geoffrey, les 2 enfants, Blaye. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des moments dans la vie qui sont extraordinaires. Et j'ai eu l'impression de reconnaître l'écriture et d'être brûlée. Et pendant presque 1 an, je n'ai plus touché quoi que ce soit. Et elle est revenue à la charge. À partir de là, les rêves récurrents ont commencé. Et donc après, tous mes autres livres se sont manifestés de la même manière. Donc des rêves récurrents qui démarraient exactement comme tu sais quand tu regardes un film. Simplement, tu allumes ta télé, puis tu fais pause, puis tu reprends. Et là, j'avais un rêve qui arrivait. Je me réveillais, ça s'arrêtait. Je me rendormais, ça recommençait. Le lendemain, ça continuait. J'avais l'impression que se déroulait un film. Jusqu'au moment où j'avais des dates, des lieux, des noms, des choses qui apparaissaient de manière tellement concrète que là, à partir de là, je pouvais commencer mes recherches. Et tous mes livres sont nés de la même manière. Ils sont tous nés comme ça. Tu étais le récepteur de toutes ces histoires. Voilà. Alors, le problème, si tu veux, comme je te l'ai dit, je suis une cartésienne qui vit avec ça. Donc, il a fallu que je cherche des réponses parce que ça ne me suffisait pas à me dire, ok, très bien. Les gens me disaient, oui, mais tu es peut-être la réincarnation de ceci, la réincarnation de cela. Mais ça ne me satisfait pas comme explication. J'ai besoin de choses, tu vois, plus... D'abord parce que j'ai cessé de croire en Dieu le jour où, malheureusement, j'ai vu mourir des enfants qui étaient plus jeunes que moi dans ces hôpitaux-là, où moi j'étais en sursis, mais... Donc quelque part, j'avais besoin d'autres réponses. Alors je me suis tournée vers la science, je me suis dit, bon, voilà, bah, tu as peut-être un espèce de décodeur, genre celui de Canal+ dans la cervelle. Après tout, les émotions sont des ondes, les sentiments sont des ondes, ce que nous émettons, notre propre vibration humaine est une onde. Donc tout ça fait que peut-être que ces ondes se promènent et qu'à un moment donné, si tu as le bon récepteur dans la tête, tu les captes, tu les captures, et puis bah, ton cerveau recrée, voilà, exactement comme le récepteur, comme le récepteur nous permet de le voir sur la télévision après. Donc je me suis dit, bon, ça doit être ça l'explication. Et ça m'a soulagée et j'ai pu reprendre l'écriture.
Tu sais, j'avais un chien, j'étais parti en vacances, j'avais un chien qui était en pension chez un parrain qui était fermier. On lui dit, quand on revient, on vient récupérer le chien, et puis un jour, comme ça, il dit à sa femme, à ma marraine, tu sais, tu mets 2 couverts, ils vont arriver. Pourquoi ils ont téléphoné? Non, regarde la bête. D'accord. On n'avait pas prévenu notre date, c'était une histoire de 2 mois. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, et le chien a commencé à tourner, à se manifester. Et il savait que tu allais... 3 heures après on arrivait. Donc quand ça s'est manifesté, nous étions à l'époque à Luxembourg, on avait encore Luxembourg, Charleroi à faire. Ah oui, oui, et donc oui, tu vois, il y a des choses, on a parlé et on discutait, est-ce qu'on va aller chercher la bête aujourd'hui ou bien demain? Mais il a capté. Et bien voilà, donc tu vois, ça je peux non, mais comprendre moi, un petit peu. Pour moi, c'était pas, tu vois, éléments. c'était pas... et depuis, bah, je vis comme ça. Donc tous mes livres sont nés de cette substance-là que je cherchais dans mes rêves et qui après, bah, je vérifie tout. Mais je suis d'autant plus déterminée à vérifier et à mettre et à tout verrouiller dans mes livres que justement, je sais que je n'ai aucune légitimité puisque je ne suis pas historienne, puisque finalement tout repose, j'allais dire, presque sur quelque chose de totalement flou, de totalement improbable. Donc il faut que j'aille vérifier, parce que d'abord, j'ai énormément de respect pour les historiens, et pour rien au monde je ne travestirai la réalité historique, si tant est qu'il y ait une quelconque vérité historique, parce qu'on sait aussi que l'histoire, c'est le regard des gens qui ont assisté à un fait et qui le reproduisent. Du moins qu'ils le retransmettent. Donc ça, c'était la première chose. Mais ensuite, moi, j'avais besoin de cette rigueur-là pour être ancrée dans le réel. Et j'ai fait ça pour tous mes livres. J'ai fouillé. Alors évidemment, avec de plus en plus de moyens, de plus en plus de réseaux aussi, pour pouvoir aujourd'hui être... Voilà, je décroche un téléphone, j'ai besoin d'une information, je décroche un téléphone. Je tape sur Internet, à peu près tous les textes de la Bibliothèque nationale sont numérisés sur Gallica. Enfin, c'est d'une facilité aujourd'hui totale. D'avoir la bonne information rapidement et de savoir où tu vas chercher. Oh, moi j'aime bien, c'est par exemple avec Google, voir un peu des endroits, les paysages. J'ai cité dans ma chronique. J'essaie, moi, si tu veux, autant que possible et quand je le peux, d'aller sur place. Tu vois, autant il y a des fois où tu peux pas, parce que sur certains, quand j'ai travaillé sur les Charcœurs de Lyon, à part Chalut, et encore, tu vois, il ne reste pas grand-chose, t'as pas énormément d'endroits qui existent encore et qui n'ont pas été transformés par les propriétaires successifs. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai écrit La Louve-Cathare, évidemment que je suis allée là-bas, je suis allée à l'Astour, parce que l'éperon rocheux sur lequel étaient les châteaux, évidemment, il est toujours au même endroit. Le paysage autour n'a pas évolué, puisque c'était de la forêt. Donc tout ça, je peux voir ce qu'ils ont vu à l'époque. Et me dire, ah oui, bah là, s'il y a eu une crue, effectivement, là tu peux passer, là tu peux pas passer. Donc tout ça, ça nourrit. Tout à fait. Mais après, c'est sur plan, c'est à partir de tout un tas d'informations que tu peux retrouver dans les écrits des autres et des contemporains. Alors je te disais, j'étais libraire, donc la rousse flamboyante était là, mais elle est là, sur le port, et elle croise le regard de ce jeune homme, elle a 14-15 ans, et elle va tomber amoureuse. Oui. Et là, on démarre dans un nouveau roman qui vient de sortir, qui est extraordinaire. Écumé de sang. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu, pourquoi ce personnage? Alors, pourquoi ce personnage? Alors, Jeanne, en fait, je l'ai croisée en 2005. J'avais écrit Les 10 pirates à l'époque, si tu te souviens. Et un magazine, Prima, à l'époque, me demande un petit roman pour l'été, très court. Je dis, oui, ok, très bien, je fais ça. Et je me dis, mais je viens de finir Marie Reed, Les femmes pirates, mais quelle était la première pirate de l'histoire? Et je tombe sur Jeanne de Belleville. Donc j'ai écrit ce petit texte sur elle à l'époque, et je me suis dit, bon, intéressant, mais j'ai pas creusé plus. Et il y a très peu de temps de ça, je me suis rendu compte qu'elle était toujours là, qu'elle était toujours présente. Comment? Pas sous la forme de rêves récurrents cette fois, mais je dormais profondément et j'ai commencé à entendre, comme si elle racontait. Mais avec une telle douleur dans le ventre, mais vraiment, tu sais, comme si on m'enfonçait un poignard dans le ventre, dans le cœur. Ça m'a réveillé en sursaut, comme ça, le souffle coupé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas. J'ai même cru que je faisais une crise cardiaque, pour te dire à quel point c'était violent. Et bon, ça s'est calmé, je me suis calmée, je me suis rendormie une bonne heure après. Bah, ça recommence. Donc 2 fois, 3 fois. Et à 4e, j'ai dit, bon, là, cette fois, ça va pas être des images, quelqu'un te raconte. Voilà. Et j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Et quand j'ai entendu le nom de Jeanne de Belleville, j'ai dit, je la connais. Et en fait, je crois qu'elle est là depuis 2005, sauf que je n'étais pas prête à la recevoir et à l'accueillir. Et non seulement à la recevoir et l'accueillir, mais à transmettre ce qu'elle avait à dire.
Et effectivement, ce livre-là, il est d'une violence absolue. En même temps, quand je dis d'une violence absolue, c'est pas forcément qu'il est violent dans les faits, encore qu'il y a une ou deux scènes qui sont terribles, mais Bon, elle perd sa maman très jeune. Hein. elle est très jeune quand elle rencontre Olivier de Clisson, elle est très jeune quand elle tombe amoureuse de cet homme, quand on lui interdit de l'aimer, elle se retrouve prisonnière de mariage arrangé avec un homme violent. Mais heureusement, il y a le capitaine des gardes qui est là, il y a l'intendante et il y a son capitaine des gardes qui lui permettent de se ressourcer et puis de faire le lien avec son enfance perdue. Mais c'est nécessaire à côté de toutes les atrocités. Des gens qui se constituent, qu'elle décide, des petites gens qui deviennent sa famille perdue. Mais les autres, qu'elle veut oxyre. Et les autres, au départ, si tu veux, quand tu te retrouves... Jeanne n'était pas quelqu'un qui était... foncièrement méchant. Non, elle n'était même pas destinée à la violence. À la base, c'était quelqu'un qui a appris le langage des cours d'amour avec sa mère, qui était très proche des sauniers, des petites gens à l'époque. Rien n'était... et quand elle rencontre cet homme, quand elle rencontre le regard d'Olivier Clisson, elle ne demande qu'une chose, c'est d'être amoureuse, comme toutes les jeunes femmes de son âge. Sauf que tout est fait pour qu'elle l'oublie. Donc on la bloque, on la verrouille. Et là, clairement, elle se retrouve prisonnière de cette effroyable décision du roi de France qui, au moment où elle est en pleine possession de ce bonheur, où elle a ses enfants avec lui, où elle est maîtresse complètement de son destin, le roi de France décide qu'Olivier de Clisson, en ce début de la guerre de 100 ans, au moment de la succession au duché de Bretagne, l'a trahi. Et ce qui est une aberration, puisqu'Olivier est un homme d'une droiture absolue, et jamais il n'aurait trahi le roi de France, même s'il avait... C'était inconcevable pour lui. Et là, il est invité à un tournoi, donc censé être sous la protection du roi de France. Le roi de France, il gagne le tournoi, le roi de France le fait arrêter, le décapite. Et la première chose que voit Jeanne quand elle revient à Nantes pour chercher des nouvelles de son mari, c'est la tête de son époux plantée sur une pique avec ses enfants à côté d'elle. Donc sa raison vacille, tout ce qu'elle avait de bon en elle se fige, et là elle n'a plus qu'une seule idée en tête, c'est venger l'honneur perdu de son mari, et puis soulager sa détresse et sa souffrance dans le sang répandu. Pour elle, ce n'est pas Olivier qui a trahi le roi de France, c'est le roi de France qui a trahi Olivier. Et à partir de là, elle devient cette première femme pirate de l'histoire. D'abord parce que, elle devient une meneuse d'hommes, puisqu'elle recrute 5000 hommes parmi les plus puissants barons. Et elle les ramène autour d'elle, elle incendie des châteaux, enfin, elle prend des châteaux, elle mène une vie très dure au roi de France, et puis ça suffit pas. On est page 35. Hein. Voilà. Ça suffit pas, elle va sur mer. Et là, quand je te disais, elle devient pirate, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les corsaires n'existaient pas encore, puisque la lettre de course n'existait pas. Mais en réalité, elle aurait plus été une corsaire qu'une femme pirate. Mais son destin se forge à ce moment-là. Et c'est un destin exceptionnel. Et honnêtement, Willy, je ne sais pas, toi qui connais mes livres, moi j'ai le sentiment que c'est mon meilleur livre, et déjà mes lecteurs sont à peu près de cet avis-là. D'abord parce qu'il y a la maturité d'écriture, ensuite parce qu'il y a ce jeu par lequel elle se confesse à travers moi. Et on sent qu'il y a une intimité avec le personnage. Hein. Et puis il y a une puissance émotionnelle que je n'ai jamais ressentie jusqu'à maintenant dans l'écriture. Alors tu es accompagné aujourd'hui de Pierre Lejeun. Je vais inviter à venir prendre ma place. Voilà, et il va nous parler un petit peu d'un projet qui est déjà concrétisé par un premier tome existant. En fait, on a fait ensemble l'adaptation du lit d'Aliénor en BD, puisque Pierre m'a contacté il y a maintenant à peu près 15 ans, une quinzaine d'années. Et il est tombé amoureux du lit d'Aliénor, et il a eu envie, il m'a envoyé 2-3 croquis, et à partir de là... Eh ben voilà, je lui sais pas l'idée justement, d'où est venue l'idée de ce projet d'une première BD? C'est lui, c'est vraiment... Mais en fait, moi j'ai lu le roman, je me souviens c'était en format poche, et j'ai claqué sur le lit le roman en disant ça ferait 2 BD, tout y est, l'action,
l'émotion, le récit, les descriptions très concentrées. Bon, c'est vrai que quand on lit un John le Carré, il va faire 4 pages sur un jardinet qu'on va traverser une fois. C'est un style, mais c'est pas le style que j'apprécie. Et c'est assez difficile à adapter en BD, évidemment. Donc, j'ai fait une enveloppe en me disant, bon, ben, je mets un album, je mets quelques croquis, puis un projet, j'envoie chez l'éditeur XO. Et 3 semaines après, je l'appelle, comme oui. bien sûr excitée, en lui disant ah, mais je connais tes BD. Oui, en plus. Et voilà, tu as dessiné ce que moi j'ai dans la tête depuis tant d'années. Donc il fallait qu'on se rencontre, il fallait qu'on se voit. Et puis après, ça a été une espèce de parcours du combattant, parce que moi je ne voulais travailler qu'avec Pierre. Et Pierre avait vraiment envie que ce projet-là soit mené à bien. Oui, on a eu vraiment... comme dans l'édition, un éditeur qui accepte, on nous met 2 personnes en charge du projet qui démissionnent la veille de la signature, des running gags dans le mauvais sens. Je vais te dire, Pierre, honnêtement parlant, je pense qu'en fait, il fallait qu'on attende les 20 ans du Lit d'Aliénor. Parce que clairement, si tu veux, la BD a été prête au moment des 20 ans, au moment de cet merveilleux anniversaire. Et Pierre a fait les dessins d'ailleurs de la version. C'est vrai, vous savez, ce que tu dis un petit peu, il faut une synergie entre les 2 personnages. Et je t'ai mis un appât sur la table que tu as pris en main. Oui, ben oui. C'est vrai que quand tu as un auteur comme Arnaud Delacroix, oui, mais que je connais bien, qui a une synergie avec un dessinateur, il faut qu'il y ait quelque chose. Quoi. Voilà. Et réellement, on a cette complicité-là où je oui, balance un mot, lui tout de suite, il crayonne, et vice-versa. Il me dit, voilà, tiens, tac, tac, on met ça en place, qu'est-ce que tu en penses? On découpe à 2, je lui dis, bon ben ok, là, stop la planche, sinon je vais avoir trop de cases. Bon, maintenant, première case, ça, et puis elle me dit, ok. Bon, puis là, je me tais pendant 3 minutes. Et puis, elle tape. Et puis, elle me dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Et là, elle m'a ciselé un phylactère remarquable qui tombe plic, ploc, ploum. On n'a plus rien à reprendre sur les... On a relu hier les 40 premières planches du tome 2. Et quasiment... Dedans, il y a 5 mots à reprendre parce que... Et vraiment, on le fait. Et alors, on a une vraie complicité. Il y a ça, et puis il y a une extrême liberté parce qu'elle adapte elle-même son roman. Et puis parce que c'est aussi XO qui publie. Oui. Et le fait qu'XO a publié ce roman et il nous laisse totalement libre de faire ce qu'on veut. Et ça, moi j'avais vraiment besoin de ça. J'avais vraiment besoin qu'on aille au bout, lui de son dessin et moi de ce roman. Et ça, c'est formidable. Et on n'a aucunement l'impression de trahir l'auteur, vu que c'est l'auteur qui adapte. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Parfois je lui téléphone en lui disant il faudrait rajouter un peu d'action. Ici on a rajouté un combat d'épée qui tombe. On serre un peu plus un texte à un autre endroit. Mais tout ça se fait avec énormément de souplesse. Et c'est vrai qu'en plus XO nous suit avec le sourire. C'est une nouvelle aventure pour eux. Et je pense qu'ils n'avaient pas encore fait la BD. Hein. Non, mais ils feront pas, je pense pas qu'ils fassent d'autres BD. Là, non. On a. Alors, c'est une coédition avec une petite maison d'édition BD qui s'appelle Greuhart Édition, puisqu'ils n'avaient pas la technicité XO pour faire ça. Technique. Ils se sont alliés avec quelqu'un qui avait la technicité. Et voilà, et le résultat est vraiment à la hauteur de ce que moi j'avais dans la tête et le cœur depuis 20 ans, et même au-delà. Je te dis depuis que je suis toute petite, puisqu'elle m'habite, ce personnage-là, il m'habite depuis que je suis gamine, quoi. Et voilà, et pour moi c'est un immense cadeau pour ces 20 ans d'avoir enfin ces images-là et de pouvoir les offrir à la fois à mes lecteurs et à la fois que ceux qui ne connaissent pas encore le Lit d'Aliénor XO a tout fait, il a refusé un devis chez un imprimeur en disant non, c'est pas ce qu'on voulait, on voulait quelque chose d'un peu plus luxueux, papier un peu plus lourd, etc. Bon, moi j'ai fréquenté quelques éditeurs, ça j'ai jamais entendu. Ah d'accord. Donc ils ont mis les moyens. Vraiment, oui. et ils voulaient quelque chose de beau. C'est vraiment à la hauteur de nos attentes.
Avec un c'est- dessin classique, avec une Oui. BD qui est peut-être un peu plus littéraire que ce que les gens ont l'habitude de lire, mais qui est totalement accessible à tout le monde. Bon, évidemment, accessible à tout le monde, je précise encore à partir de 14 ans, puisque notre belle Aliénor, elle était quand même assez sensuelle. Alors, Tout à il n'y a fait. aucune, je précise bien, il n'y a aucune scène qui ne puisse être regardée, parce que sincèrement, tout le dessin de Pierre est d'une délicatesse absolue et il n'y a rien ni de vulgaire, ni même de voilà. C'est croquignolet, mais... Mais non, il n'y a, mais rien, c'est- y a rien qui oui. soit ni pornographique. Ah non, on, est à non, la non, limite, non. on est à la limite de la sensualité chaque fois, Oui. mais ça reste, ça rend hommage à cette merveilleuse reine qui a changé ma vie. Quoi. Eh bien, moi je vous souhaite beaucoup de succès dans Merci cette beaucoup. complicité, dans cette collaboration. Et je te souhaite énormément de succès pour ton dernier ouvrage. Eh ben, Oui, tu es en pleine promotion. Je oui, vois et tes puis- libraires ont mordu à l'hameçon aussi. Quoi. Ah bah il est Il part. déjà, ouais, il est déjà très très apprécié. Ouais. Je suis très, très heureuse pour Jeanne aussi. Pierre, c'est bien gentil d'être venu, d'accompagner Mireille. Absolument. Très content de te On fait recevoir équipe. chez moi. Eh bien, on va dire à une prochaine fois. À une prochaine fois. Peut-être à Mons. Peut-être à Mons. Oui, Voilà. mais ce serait bien. Voilà. Avec un Super. Impeccable.